Non, ah ouais, du truc. Bon, on va pas tarder à démarrer. Bonjour à tous. On attend encore 30 secondes. Parce qu'après, il y a un programme chargé dans cette salle et faut pas qu'on prenne de retard. Bon, c'est bon, le pouce est levé, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, merci d'être matinal ce matin, 9h15, pour cette première conférence on va vous présenter pas mal de chiffres aujourd'hui. Avant de nous présenter et présenter l'Institut Test, je vais faire un rapide présentation des intervenantes qui vont présenter les résultats et témoigner sur les résultats de ce baromètre. Alors, je vais juste, parce qu'on va faire ça dans l'ordre. Alors, les intervenants aujourd'hui, donc je me présenterai juste après, en même temps que l'Institut, mais donc Magali Buffet, qui est à ma gauche, qui est directrice du département des publics de l'Institut Test et qui s'occupe de toutes les études qui concernent la culture, les publics de musées, salles de spectacle, chez Test depuis maintenant plus de 20 ans, 15 ans, 18 ans. Et je remercie parce que depuis maintenant plusieurs années, on aime bien faire intervenir des clients et anciens clients qui puissent témoigner sur les chiffres et puis commenter les résultats, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir des retours du terrain et ceux qui sont au quotidien avec les publics et qui interprètent aussi ces chiffres-là. Donc merci à Alice Charbonnier qui l'année dernière n'avait pas pu au dernier moment pour des raisons personnelles et qui a fait l'honneur cette année de reconduire du coup sa présence. Donc Alice Charbonnier qui est directrice du département développement des publics, marketing et édition au Musée de l'Air et de l'Espace, qui se situe au Bourget pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis Marion François, vous la voyez pas encore, mais elle est en visio, qui est directrice de la Cité de la Mer. Je pense qu'elle nous voit, mais vous la verrez. Ah voilà, vous la voyez avec le sous-marin qui est derrière et qui participera en visio avec nous aujourd'hui et qui témoignera aussi. Donc en quelques mots, et après je laisserai la parole parce qu'on n'a qu'une heure et l'objectif c'est d'échanger quand même sur les résultats. Donc moi je suis Olivier Alloire, je suis directeur du développement de Test sur la partie culture tourisme depuis maintenant 1 an et demi. Vous m'avez connu sous une autre casquette mais sur le même métier. Voilà, donc l'Institut Test, aujourd'hui on est vraiment expert des études de public. On travaille également dans d'autres secteurs. 4 grands secteurs, l'automobile, la mobilité, les habitants et puis tout ce qui est, je vous l'ai dit, culture tourisme sur lequel je représente aujourd'hui. Donc voilà, donc l'Institut aujourd'hui, on est vraiment multi-secteur, on intervient sur pas mal de terrains d'études, à la fois qualitatifs et quantitatifs, avec une équipe élargie qui sont capables de mettre en place vraiment des études sur mesure et vous accompagner au quotidien sur vraiment soit des études assez classiques ou des études vraiment complexes. Et vous pourrez venir nous voir à la fin si ça vous intéresse ou si vous avez des sujets d'études en cours, n'hésitez pas à venir nous parler ou venir discuter avec nous et on vous partagera nos réflexions. Donc voilà quelques exemples d'études pour ceux qui connaissent peut-être moins les études. Voilà, on fait beaucoup de baromètres des publics, beaucoup d'études d'impact, d'études prospectives, lorsqu'on est sur une refonte d'un programme scientifique et culturel ou même de la création d'un nouveau musée. Beaucoup d'études de réception aussi, de réception d'exposition notamment. On en fait beaucoup pour les musées et les monuments. Sur des expos, des dispositifs numériques, voilà, c'est vraiment divers et varié. Et puis aussi des études plus larges auprès des habitants, comme là on va vous présenter aujourd'hui, sur des territoires par rapport à une problématique de pratiques culturelles, de lieux, d'événements ou autres. Donc un petit QR code, mais qui est placé juste entre eux. Mais on vous le repartagera tout à l'heure. Ou en tout cas, également, il y a un QR code si vous voulez à scanner à la sortie de cette conférence, si vous voulez aussi partager, parce qu'on va refaire cette présentation la semaine prochaine en webinaire, avec peut-être quelques nouveaux résultats, parce que le baromètre est assez dense et on a été obligé de faire des choix, mais je laisserai Magali vous présenter tout ça.
Quelques références aussi, c'est important quand même de vous les montrer. On travaille avec beaucoup d'institutions, des grandes, mais aussi des moyennes et des plus petites, à la fois à Paris, mais aussi dans toute la France. Vous en avez quelques-uns là, quelques logos qu'on vous a présentés. Aujourd'hui, on accompagne plus de 130 sites par an et événements dans la culture, et qu'on accompagne sur des études de public notamment. Et puis quelques autres références que vous voyez, pour vous montrer quelques références de festivals, d'institutions aussi comme le CNRS ou d'autres, qui s'interrogent aussi sur les pratiques, les publics de leur territoire. Donc voilà, on travaille peut-être aussi, là, un logo, on travaille aussi à l'international. Notamment, on vient d'intervenir au Cambodge récemment sur une étude aussi prospective pour le musée du Cambodge. Je laisse la parole sur les... Alors tu peux te mettre là, ouais, peut-être plus là-bas, ouais, pour éviter, ouais, ce sera mieux. Comme ça, vous verrez mieux les résultats. Je laisse la parole maintenant à Magali, qui va vous présenter tout ça. Merci. Bonjour. Je te donne ton téléphone. Bonjour à tous, merci Olivier pour l'introduction. Donc effectivement, là l'idée c'est de vous présenter, c'est la 4e édition du baromètre des publics qu'on réalise. L'idée c'est d'interroger la population française, donc c'est un échantillon de 1000 personnes, et on va leur poser des questions pour comprendre leur comportement vis-à-vis des sorties culturelles. Donc, comme l'a dit Olivier, c'est une étude qui est plus riche que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais déjà vous présenter beaucoup de choses, j'en suis consciente. On va mettre d'ici une dizaine de jours à disposition le rapport complet sur notre site. Donc n'hésitez pas, vous avez eu le QR code, on vous le rappellera à la fin, à venir nous rejoindre et pour récupérer ces résultats. Ou au webinaire où effectivement on va présenter certaines autres questions. Alors, les questions, la première question qui nous intéresse tous, on s'en doute bien, c'est les Français réalisent-ils des sorties culturelles? La bonne réponse, c'est oui. J'ai presque envie de dire heureusement, mais ça c'est mon cœur de métier et mes habitudes. Mais c'est 79% des Français qui déclarent avoir fait au moins une sortie culturelle en 2025. Quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte que le cinéma reste quand même la sortie culturelle privilégiée et qui en plus gagne en poids par rapport aux autres sorties cette année, puisque vous avez la petite flèche orange qui vous dit que ça monte. Les visites de monuments, donc tout ce qui est site patrimonial, ça arrive en 2e. Là, c'est près de la moitié des Français qui nous disent en avoir réalisé au moins une en 2025. Mais là, c'est un petit peu en recul, puisqu'on était à 49% des Français l'année dernière. Viennent ensuite nos visites muséales, un gros tiers, et ça, c'est constant. Et puis, on arrive sur ce que j'appelle le spectacle vivant, qui arrive un petit peu en 2e temps, donc avec d'abord les concerts, les festivals, puis le théâtre, le ballet, et on a nos petits sites, alors déjà moins nombreux et un peu moins connus, donc moins visités, tout ce qui est sites archéologiques et les conférences. Voilà, donc ça c'est le premier panorama de quelles sont les pratiques. Si on cible un petit peu plus sur nos visites muséales, d'exposition ou patrimoniales, on va aller creuser un petit peu, et là on se rend compte sur toute la vie, donc c'est large, il y a 91% des Français qui ont visité au moins une exposition, au moins un site patrimonial, au moins un musée. On creuse un petit peu, c'est 52%, donc là, un peu plus de la moitié, qui en ont visité dans les 12 derniers mois, et c'est quand même avec une fréquence quand même relativement soutenue, puisque c'est en moyenne 3,9 visites par an qu'ils ont effectuées. Là, ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est effectivement cette part de visiteurs, on va dire, éloignés de la culture. Ceux qui ne visitent jamais, c'est 9%, c'est très stable depuis 3 ans. Il y a toujours cette part de Français qui ne visitent pas de lieux culturels. Et c'est ces 20% qui n'en ont pas vu, donc qui sont plus éloignés de la culture. Et ça, c'est une part qui grappille, qui augmente un petit peu cette année. Si on regarde plus précisément, parce que c'est justement ces 29%, qui sont-ils et pourquoi ils ne se rendent pas dans les lieux culturels? La première réponse, c'est ça m'intéresse pas. Donc là, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile à convaincre, et surtout, c'est une réponse qui gagne en ampleur d'année en année. Donc là, c'est la moitié qui nous répond ça. Le prix reste un frein quand même assez important pour ces visiteurs, parce que c'est 29%, et ça, c'est stable d'une année à l'autre également.
Et puis, en revanche, la distance, c'est moins un frein. Ça reste un frein, mais ça l'est moins avec toutes ces visites qui se font qui se dématérialisent ou qui permettent, qui se délocalisent aussi exactement. Donc la distance reste moins un frein. Et tout comme l'effet qu'on en avait beaucoup parlé l'année dernière pour ceux qui étaient là, c'était le fait qu'il fallait créer un événement pour pour organiser une sortie. Ça, c'est aussi quelque part qui est un peu plus en recul. Et on va se rendre compte que ça s'explique aussi dans la façon dont les musées sont perçus. Mais ça, je vous dis ça dans 5 minutes. J'en ai parlé un petit peu de la distance qui se réduisait, et on se rend compte aussi, ça c'est un des chiffres, un des enseignements de cette année assez fort, c'est cette visite en ligne des sites, des musées, et ça gagne en ampleur. Très clairement, il y a eu un avant-Covid, un après-Covid. Ça, c'est évident, c'est ça qui a généré cet intérêt pour les visites en ligne, et puis qui d'année en année continue à augmenter, puisque maintenant c'est un quart des Français qui ont des pratiques culturelles ont visité, ou ont participé à une visite en ligne. Ça se lie à la fois au fait qu'effectivement ces pratiques commencent à s'ancrer et se diversifient aussi. On en a de plus en plus qui se font sur des réseaux sociaux, des visites via Instagram, on suit un médiateur, etc. Et donc c'est de plus en plus mis à disposition et de plus en plus utilisé par les Français également. Je vais vite, je sais, je vous donne beaucoup de chiffres, mais promis, je vous laisse un peu de temps pour les questions ensuite. Ah, pardon. Ah bah voilà, c'était... C'est pas je vais parler plus fort. Je voulais faire intervenir du coup Marion et Alice sur ces premiers chiffres. Et également peut-être une question, je voulais te poser Magali, sur les pratiques culturelles. Finalement, on constate que c'est assez stable. On a vraiment une polarisation des publics à la fois et des non-publics. On a toujours ces 29%, ces 30% de publics qui ne fréquentent pas. Est-ce qu'à l'intérieur des publics, on a constaté, pareil, une petite typologie Alors, on a une typologie, effectivement, d'appétence, et on se rend... alors ça, c'est mes slides bonus, si on a le temps, de tout à l'heure. Clairement, on a 4 typologies. On a les passionnés qui font un peu feu de tout bois et qui sont très actifs et qui font beaucoup de sorties. Je crois que c'est en moyenne 17 de tête par an. On a donc effectivement les désintéressés qui là, ceux-là mettent souvent aussi le prix comme frein à la visite et la connaissance. Et puis on a deux autres typologies qui va être ceux qui vont être plus orientés vers les visites patrimoniales et ceux qui vont être plus orientés vers les visites culturelles au sens large, donc avec une appétence, mais qui ont un rythme moins important que ceux qu'on a appelés les passionnés. Bon, ça remarche. Donc, mais du coup, Alice, j'ai une question pour toi. Déjà sur ces premiers chiffres sur les pratiques culturelles, sur les études qu'on a également pu faire pour le musée de l'air et de l'espace, on avait aussi une segmentation de public, et on sait que le musée de l'air et de l'espace, on est un peu plus sur un public familial, mais tu pourras rebondir là-dessus. Est-ce que quand tu vois ces chiffres-là d'évolution de pratiques qui sont assez stables, au quotidien pour vous, est-ce que cette segmentation correspond, vous, à vos personas, et est-ce qu'on simplifie trop la réalité, là, par exemple? Alors, en répondant de mon positionnement, du musée de l'air et de l'espace, avec son ancrage territorial, sa thématique, ce qu'il faut toujours, je pense, prendre en considération pour ces questions de public. Nous, c'est pas caricatural, c'est assez réaliste. On a une visite qui se fait à quasiment 50% en famille. Et dans la répartition que tu évoquais, on est aux alentours des 20%, un peu plus, un peu moins, entre les loisirophiles, culturophiles, omnivores et non pratiquants. Donc on est exactement sur cette segmentation des quatre typologies qu'on retrouve de manière assez facile en fait dans la pratique aussi du musée de l'air et de l'espace, puisque on a un droit d'entrée, des collections permanentes, des expositions temporaires, de nombreuses animations aussi qui viennent nourrir la dynamique loisirophile, et comme tu le disais, cette forte composition du visitorat côté famille qui vient nourrir aussi tout ce qui est loisirophile, peut-être plus que dans d'autres musées qui n'ont pas cette composante-là. Et deuxième question, comment du coup, au quotidien, vous parlez aux habitués, à ceux qui viennent au musée, et à l'inverse, comment vous allez chercher les éloignés
ces 30% aujourd'hui qui nous disent, dans la plupart, je ne suis pas intéressé. Donc comment est-ce que vous cherchez des solutions pour les intéresser ? Donc on est le musée de l'air et de l'espace, on est situé au Bourget, comme tu l'as indiqué, en Seine-Saint-Denis, au-delà du périphérique, avec des enjeux encore qui sont réels en termes de seuil, de marge, de territoire. On a le métro qui est censé arriver prochainement. Donc je recontextualise ça parce que ça conditionne quand même beaucoup de nos pratiques et aussi de la manière dont on conçoit nos stratégies et de manière réaliste aussi. On a constaté dans les études que les événements nous permettaient de diversifier et de féminiser la cible. Donc c'est un des leviers importants que je pourrais peut-être développer ultérieurement, avec bien sûr les événements que vous connaissez tous, les événements nationaux, mais aussi des événements natifs comme Ciné Tarmac, qui est au début de l'été une projection de cinéma en plein air sur le fuselage du Boeing 747. Donc on projette un film sur le fuselage de l'avion. Et là, on essaye de capitaliser sur l'identité du musée, qui est une identité sciences et techniques, mais qu'on essaye de décloisonner pour aller vers d'autres pratiques culturelles, peut-être plus populaire aussi. Et je reviens sur cette dynamique loisir qui est très importante dans la pratique de visite du musée et dans l'expérience que les visiteurs en ont. Donc je parlais des événements, mais aussi de toutes les animations, planétarium, planète pilote, simu-pilote. On propose des simulateurs de vol pour permettre une expérience immersive et permettre d'aller toucher des publics qui soit ne sont pas intéressés par la thématique aéronautique et spatiale, ce qui est un des freins à la visite qu'on a constaté, soit qui peuvent être intéressés mais qui n'ont aucun code. Et là, on touche aussi à des questions culturelles et sociétales, l'approche des sciences et techniques dans la culture générale pour les Français, les questions de genre aussi qui subsistent. Ces thématiques sont encore très masculines, même si on travaille beaucoup dessus pour lever les stéréotypes et les biais de genre. Ça joue aussi dans les pratiques de visite et dans les perceptions qu'on peut avoir d'un musée comme le musée de l'air et de l'espace. Merci Alice. Marion de Cherbourg, question un peu similaire. Est-ce que toi, tu constates aussi cette polarisation entre des publics engagés ou très engagés par rapport à des publics décrocheurs ? Concrètement, est-ce que tu le vois aussi auprès de tes visiteurs ? On le voit concrètement même dans le baromètre des publics qu'on mène ensemble, c'est-à-dire qu'on a 80% de nos visiteurs qui ont pris le temps d'aller sur Internet préparer leur visite, mais on en a 61% qui arrivent au guichet en posant la question « qu'est-ce que je vais visiter ?» et qui disent « je ne sais pas exactement ». Alors, le site est complexe, la Cité de la Mer à Cherbourg est complexe, mais je ne sais pas exactement ce que je vais visiter. Et même chez les enseignants, même chez des publics qu'on imaginerait très préparés, on a vraiment cette répartition entre des personnes qui ont vraiment préparé, qui ont pris le temps de faire une prévisite, et d'autres qui arrivent en mode presque ça va bien se passer puisque c'est la Cité de la Mer. Et ça, c'est vrai que ça s'intensifie. Et puis, je voulais aussi ajouter que sur l'éloignement, nous, depuis l'après-Covid, on voit vraiment qu'on a beaucoup plus de visiteurs qui viennent en dehors de la Normandie. Ça a bien augmenté. Pour l'exemple, on a 25% de visiteurs qui font plus d'1h30 de route entre là où ils ont dormi et la visite de la Cité de la Mer. Donc, en effet, cet éloignement n'est plus un problème. Alors, on verra avec la hausse du carburant sur 2026, parce que la voiture reste le mode d'accès principal. Mais voilà. Et sur la proximité, j'anticipe, Olivier, ce que tu vas demander. Donc, pour l'accès à la culture, nous, on travaille vraiment sur des offres gratuites, des conférences, et sur une offre qui va dans les territoires à 3,50 € avec une médiatrice scientifique qui propose une offre à 1 heure avec un casque d'immersion et un atelier scientifique. Merci. Merci. Maintenant, je vais en profiter pour vous parler de comment est-ce qu'on s'informe justement. La transition était parfaite, puisque comme à la Cité de la Mer, le numérique reste le premier vecteur d'information pour organiser une sortie culturelle. Ça se répartit presque à équilibre entre Internet et les réseaux sociaux, ce qui est ça aussi un des vrais enseignements à retenir. Et ça, c'est en revanche assez polarisant, encore une fois. C'est là où on va retrouver alors, un peu plus jeunes, 30-45 ans, laissez-moi croire qu'on est encore jeunes, c'est les habitants des grandes villes et avec enfants. Alors que les plus âgés vont se retrouver encore dans les documents, la presse écrite ou la presse en ligne.
À noter que le bouche à oreille et l'affichage restent encore 2 vecteurs très importants et qui là touchent tout le monde. Il n'y a pas un profil plus spécifique qui va s'orienter, qui va plus retenir le conseil d'un ami ou l'affichage. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, ça prend une ampleur de plus en plus importante, quelque chose qu'on retrouve, et c'est là où j'ai vraiment... moi, c'est un des chiffres qui m'a le plus marqué quand on a dépouillé cette étude, c'est Instagram. Instagram qui vraiment progresse d'année en année, aussi vite finalement que Facebook décline. On a vraiment cette différence. Alors, on a quand même 2 challengers qui sont YouTube et TikTok. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, et on se rend compte aussi dans d'autres observatoires, que Instagram, c'est quelque chose qui gagne en puissance au fur et à mesure. L'idée derrière les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose de très très varié. Il n'y a pas un mode par les réseaux sociaux. D'ailleurs, on se rend compte que le premier usage qui en est fait, c'est finalement proche du bouche à oreille, puisque c'est des proches qui postent sur une visite et ça sert de recommandation. Donc on se retrouve un petit peu dans cette part de bouche à oreille finalement. La publication des lieux culturels reste importante, mais finalement, on a un problème de sortie de secours. Ah non, ils sont en train de mettre un nouveau panneau, pardon. Les influenceurs restent quelque chose qui gagne en puissance. Alors, qui est lié aussi à la multiplication des partenariats qui se font entre les lieux culturels et les influenceurs, mais on se rend compte qu'ils gagnent quand même en puissance d'année en année, et ils font un bond de 5 points quand même cette année. Donc, c'est une vraie tendance à souligner. Alors, maintenant, on va enfin rentrer... Ah, pardon. Alors, j'ai une nouvelle question à Alice et Marion sur ce sujet-là. Vous m'entendez ? Ouais. Parce que là, c'est aussi intéressant, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'informations, et puis finalement, à la fois sur Internet, mais aussi sur les médias, les supports traditionnels, papier, la presse également. Donc on voit là aussi, cette différence finalement est liée aussi à la typologie des publics qui est différente, qui, selon les jeunes, les moins jeunes, qui vont maintenant s'informer différemment. Donc il n'y a pas un seul type de communication. Il y a plusieurs types de communication en fonction de à qui on veut s'adresser. Donc moi, je vous pose la question finalement à Alice Marion, c'est comment quand vous voyez ça, du coup c'est complexe. Marion, tu as été récemment encore directrice de la com et du marketing à la Cité de la Mer, et Alice, tu es aussi sur ces questions-là. Parce que du coup c'est cette complexité pour toucher différents publics par différents canaux, comment vous la travaillez au quotidien ? Alors, la spécificité au Musée de l'Air et de l'Espace, c'est qu'on a une direction de la communication, une direction des publics et du marketing. Donc, dans le quotidien, c'est pas chapeauté par la même entité. Bien évidemment, on dialogue et on travaille très bien ensemble. Mais à l'inverse d'autres institutions où c'est mutualisé, forcément, il peut y avoir des points où on n'est pas toujours sur la même ligne entre une com plus promotionnelle, une com plus institutionnelle, etc. Moi, ce que je peux partager concernant le Musée de l'Air et de l'Espace, c'est que par exemple sur Facebook que tu évoquais, on a une communauté très très active de passionnés, d'hommes plutôt âgés, de passionnés d'aéronautique et de spatiale, qui sont extrêmement nourris par des contenus du type ce jour-là, des contenus commémoratifs ou des contenus qui vont vraiment mettre en avant la dimension patrimoine technique en fait de nos collections. À l'inverse, sur Instagram, on va plutôt trouver encore, et je le déplore mais c'est sociétal, l'entité féminine de la cellule de visite qui est souvent la prescriptrice de la visite qu'on va chercher à cibler, nous, dans le cadre de notre élargissement et de notre diversification de visitorat, notamment sur les cibles familles. Donc les communications, elles sont ciblées différemment, conçues différemment, avec une énonciation différente, avec des codes visuels qui sont aussi différents. Et puis pour parler plutôt des communications que je qualifierais plus de promotionnelles, notamment dans l'animation d'un réseau lié au Pass Infini, qui est notre pass fidélité qu'on a relancé cette année. Là, on est sur une communication qui va plus valoriser les événements, l'offre additionnelle, on va dire, du musée au-delà du billet entrée et exposition classique. Voilà. Donc oui, on doit
on doit spécifier nos communications, quelles qu'elles soient. Ça demande du temps, ça demande de la ressource aussi, il faut en avoir conscience, et aussi beaucoup d'échanges en amont, et souvent la reprise de pas mal de process pour que ce soit fluide. Donc, mais nous l'appelons de nos voeux et on le fait au quotidien, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, on a la même chose chez nous, hein. La direction marketing et la direction de la communication sont dans deux services différents, mais dialoguent en permanence. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois la même chose qui va marcher, c'est-à-dire que quand tu dis le bouche à oreille est un vecteur important, c'est certain, mais le bouche à oreille, comme l'a dit Magali, il n'est pas que par un dîner avec des amis, il se passe aussi désormais de manière digitale sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que sur Insta, nous, par exemple, on va contacter des personnes qui ont un compte public et qui ont fait des super photos et leur demander l'autorisation de reposter ou de le mettre en story. Ça marche super bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette difficulté d'adopter sur un même message les codes du canal qu'on va utiliser. Là, par exemple, ce matin, vous verrez sur nos réseaux des réels sur enfants sur écoute. C'est une des trends en ce moment, c'est-à-dire qu'on met un micro à des enfants en visite et puis on les laisse parler sans filtre. C'est hyper rigolo. Et j'espère que ça va bien marcher, j'y crois beaucoup. Et on est complètement dans le bouche à oreille en réalité, d'un enfant qui s'adresse au monde entier pour dire regarde, il y a un truc super marrant là dans ce poisson-là ou dans ce sous-marin. Et en parallèle, il faut absolument qu'on continue d'utiliser les réseaux. Comme toi, tu es sur les passionnés de l'aéronautique. Nous, on est vraiment... l'aérospatiale, pardon. Nous, on est vraiment sur les anciens sous-mariniers qui sont incroyablement des vecteurs d'images, quoi. Merci. Merci. Alors, on va rentrer dans les espaces depuis le temps qu'on parle de comment on y va, etc. Alors, un des premiers... Hop, est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint? Voilà, merci. Un des premiers enseignements aussi, c'est que la visite s'anticipe de plus en plus. Alors, la visite spontanée, ça reste le premier, la première version. On décide le jour même ou la veille à quel moment on va visiter. Mais on voit d'année en année grimper la visite anticipée. Et cette année, on a justement ce graphique qui montre qu'on arrive à l'équilibre finalement entre la visite anticipée et la visite spontanée. Et ça, c'est une tendance qu'on voyait. Et d'ailleurs, c'est aussi les visites très anticipées qui gagnent le plus, puisque c'est plusieurs mois à l'avance, ça double. Donc, on a cette tendance qui se lie aussi au fait qu'il y a justement les institutions incitent de plus en plus à acheter leurs billets sur leur site internet, il y a des histoires de jauge, etc. Donc ça pousse à réserver, à s'organiser et à avancer. Juste un point, parce que ça fait le lien avec ce que viennent de dire Alice et Marion et les résultats qu'a présenté Magali sur la communication, sur lequel on accompagne aussi, et Magali et les équipes publiques accompagnent les lieux avec qui on travaille. C'est de dire, quand on voit cette évolution depuis finalement l'après-Covid, où il y a une anticipation de la réservation, ça fait le lien aussi avec l'information. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, informer beaucoup plus tôt pour préparer la visite, et que le visiteur finalement prépare sa visite, son parcours, même éventuellement réserve son hôtel s'il vient en avance. Donc ça nécessite, et même on fait le lien avec les pratiques culturelles que tu as présentées tout à l'heure, enfin virtuelles, je voulais dire, pas culturelles, virtuelles. Enfin tout ça concourt finalement à travailler davantage sa visibilité en amont. Et avant, on était beaucoup sur place. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Avec qui on vient accompagner? Finalement, les sorties culturelles, ça se fait peu seul et de moins en moins. On est à 12% cette année, on était à 16% l'année d'avant. Ça se fait d'abord avec son conjoint, avec ses enfants, avec des enfants, pardon, et puis ensuite avec d'autres adultes. Mais voilà, les pratiques se tournent de ce côté-là. Quand on regarde autour des enfants, c'est la tranche des 5-12 ans qui est la plus susceptible d'être accompagnée au musée. Les adolescents, ça reste encore quand même un point important et sont stables d'une année à l'autre également. Alors, celle-là, moi, je l'aime bien.
c'est pourquoi est-ce qu'on vient. Et surtout, je trouve que ça reflète un peu justement cette diversité dont j'ai commencé à vous parler en préambule, de finalement, qu'est-ce qu'un lieu culturel, comment est-ce qu'il est perçu. Et on se rend compte que alors, ça reste d'abord et majoritairement un lieu de culture, un lieu d'apprentissage, puisqu'il y en a 86% des visiteurs qui nous disent c'est pour ça que je me rends dans un musée, c'est pour ça que je vais aller visiter un monument. Mais c'est aussi un lieu que j'ai envie d'appeler d'émotion, avec voir des œuvres, des objets uniques, ressentir, vivre. Et c'est là où on a quelque chose qui progresse de plus en plus, c'est un lieu de partage et de transmission. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout ça à la fois. C'est pas soit l'un, soit l'autre, etc. C'est tout ça à la fois et de plus en plus. Pour vous donner un peu les dessous de cette question, on proposait 13 items différents. En moyenne, cette année, les personnes qui ont répondu, on en choisit 6. L'année dernière, c'était 5. Donc on voit encore en plus qu'on va chercher de plus en plus de choses, à découvrir de plus en plus d'émotions, d'activités au sein d'une sortie culturelle. Ça ne reste plus simplement, je me pose devant un tableau et puis je m'en vais. Je caricature évidemment. D'ailleurs, on a un petit peu creusé, ça c'est une nouvelle question qui nous a, justement, on avait commencé à sentir cette tendance-là, on a un petit peu essayé de tester comment était perçu le musée et d'un point de vue, on va dire, compréhension et cohésion sociale. On a une quasi-unanimité, oui, les musées et les sites patrimoniaux jouent un rôle qui permet de transmettre des valeurs aux générations futures. Oui, ça permet de mieux comprendre le monde actif et oui, ça a un rôle important de cohésion sociale. Donc ça, c'est une belle slide quand même. Je sais, je m'auto-félicite. Mais je trouve que c'est un chiffre qui est important. Enfin, ce sont 3 chiffres et 3 valeurs importantes qu'on rappelle peut-être pas assez quand on parle de ce secteur-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent justement dans ce moment multivision d'un lieu culturel ? Déjà, on se rend compte que 87% des visiteurs ils souhaitent avoir des services complémentaires et ne pas justement accès à un espace d'exposition ou à un parcours de visite. Ce qu'ils vont d'abord aller rechercher, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des moments de vie, de pause, d'échange, donc à travers des jardins ou un espace de restauration. Ensuite viendront les activités annexes, c'est-à-dire tout ce qui est atelier, spectacle. Et puis finalement, les lieux de culture, d'apprentissage, mais qui ne se font pas dans l'échange comme les bibliothèques ou les espaces de travail, ça reste important, mais moins, ça reste secondaire. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes visiteurs qui vont le rechercher. Alors, nouvelle question à Alice et Marion. Finalement, c'est toujours intéressant et on voit que finalement le musée, les lieux de visite deviennent des lieux de vie. En plus d'être déjà un lieu de savoir qui est la motivation première. En plus, on a vu qu'on est sur une visite accompagnée, donc une visite conviviale. On voit que la visite seule, c'était que 12%. Marion et Alice, quand vous voyez ça, alors je dis vous, c'est aussi là, c'est l'ensemble de vos équipes. Est-ce que cette logique de lieu de vie, elle est pleinement intégrée ou ça reste encore sensible, justement, de développer tout ce qui est événements ou autre à côté et même, je voyais hier, on développe de plus en plus de choses. Il y avait la présentation à la journée du clic de choses avec des sophrologues pour essayer de faire des moments de pause. Enfin voilà, on fait plein de choses maintenant dans les musées en dehors de la visite. Est-ce que c'est pleinement intégré et qu'est-ce qui marche vraiment ? Est-ce que vous travaillez vraiment l'expérience globale ou on reste vraiment sur le contenu scientifique ? Alors, je suis d'accord à 200% avec la très belle slide. On est un musée, donc on a une vocation et une exigence scientifique évidente, en dépit de ce que j'ai partagé sur le positionnement loisir et les orientations loisirs. Donc c'est pas le loisir au détriment du scientifique, c'est bien un socle scientifique sur lequel vient s'appuyer une expérience de divertissement, et parce qu'on peut apprendre par le jeu, et c'est sur ça qu'on travaille et qu'on capitalise et qu'on souhaite développer. Le musée est un lieu de vie, oui. Le musée de l'air et de l'espace, c'est 3h30 de visite en moyenne. Je rappelle qu'on est au Bourget, dans un espace où il y a peu d'offres à proximité. On n'est pas dans Paris Intramuros, où on peut facilement coupler sa visite avec un déjeuner à proximité. Donc la question des services est extrêmement importante, évidemment. Le café-restaurant, les sanitaires, qui sont essentiels dans un parcours.
ça joue. Voilà, quand on a une mauvaise expérience sanitaire, ça peut impacter la perception globale de la visite. Le parking, qui est le premier contact du visiteur et le dernier contact avec le visiteur. Et des espaces comme le Cocon. Donc ça, c'est un espace qu'on a ouvert il y a 2 ans maintenant, qui n'est pas un espace de médiation, c'est vraiment un espace de respiration dans la visite, qui est dédié aux tout petits, qui permet d'allaiter pour les femmes qui allaitent, et un temps de repos pour les très jeunes publics. On n'a pas d'offre de médiation vraiment adaptée aux moins de 4 ans. Donc sur des cellules de visite où il y a souvent des très jeunes publics pour qui il n'y a pas d'offre spécifique, on a cet espace dans lequel il y a des parcours, des tapis de motricité, des fauteuils d'allaitement, voilà, vraiment un espace de repos. Et après, je rebondis sur ce que tu évoquais sur le yoga, etc. C'est des propositions qu'on inclut dans la programmation événementielle. On a notamment une séance qui s'appelle Plan et Relax avec une sophrologue. On a proposé du yoga en lien avec Ciné Tarmac, dont je vous parlais tout à l'heure, au soleil couchant sur les terrasses du musée. Voilà, donc oui, on cherche à diversifier nos propositions et à travailler aussi sur l'expérientiel, le lien, en quoi aussi on peut vivre physiquement quelque chose dans son expérience au musée. De notre côté, on essaie de travailler le rythme, c'est-à-dire de permettre à chacun de choisir son rythme de visite. On a diversifié l'offre en proposant plein d'offres annexes sur un calendrier annuel très, très varié. Ça peut être profiter d'une balade contée où on est complètement dans une histoire avec quelqu'un qui vient raconter une aventure dans le temps pendant 1 heure, ou rencontrer un sous-marinier, ou passer du temps tout simplement à notre médiathèque en accès libre, ouverte 3 fois par semaine à tous. Bien sûr, nous, on a la chance d'avoir un restaurant, un snack, des distributeurs pour la très basse saison, et des espaces pour se poser en extérieur et en intérieur, au bord de la mer, sur la rade de Cherbourg. Ça va. Mais on voit bien qu'il y a une attente autour de ça. Il y a une attente autour. Alors, on ne deviendra pas un tiers-lieu, mais on y tend inévitablement, en fait, parce qu'aujourd'hui, les gens, là, on est sur 3h42 de visite, donc on a une durée de visite qui a augmenté. Et on parlait de la polarisation, hein, des publics, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'on va avoir des publics qui visitent en moins de 2 heures et d'autres qui passent la journée complète. Donc il faut vraiment que chacun puisse adapter à son rythme et qu'on ait des offres additionnelles qui sont adaptées à leurs attentes. D'autant plus que vos lieux 3h30 de visite, c'est pas un chiffre qu'on présente aujourd'hui, mais la moyenne des autres éditions de notre baromètre était de 1h30, la moyenne des visites. Donc vous, le fait de cette longueur de visite, vous devez innover pour les attirer, que l'expérience soit intéressante et pas les lasser pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Moi, j'ai juste une question là-dessus. Est-ce que du coup, c'est le fait de développer de plus en plus comme un lieu de vie et du coup d'avoir d'autres offres, est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que ça développe aussi le modèle économique? Ou pas? Ça dépend en fait. Je pense à Ciné Tarmac, oui, parce qu'on est sur un événement en billetterie payante. Le Cocon est compris dans le ticket d'entrée du musée, donc non. Et il y a des coûts quand même importants de nettoyage. On a des sanitaires adaptés à proximité, type crèche, donc avec du matériel spécifique et un protocole spécifique, donc pas toujours. Après, je perçois ce qui sous-tend ta question, mais je pense qu'il faut voir ça de manière plus globale. Il y a aussi des enjeux d'image qui sont hyper importants, qui sont toujours difficiles à mesurer précisément avec des espèces sonnantes très trébuchantes, évidemment. Mais je pense que quand je pense au Cocon, notamment, on vient enrichir l'expérience de visite, on vient potentiellement satisfaire des besoins de très jeunes publics qui ne sont pas satisfaits s'il n'y a pas cette offre-là. Et donc, on peut permettre aussi à une cellule familiale de rester plus longtemps au musée, potentiellement d'aller au restaurant pour le déjeuner et peut-être pour le goûter. Voilà, donc il faut le voir au global, je pense. Ouais, je suis d'accord avec Alice, ça crée des emplois, donc des charges, et il n'y a pas forcément une contrepartie financière équivalente
pour chacun des services qui est proposé. C'est un positionnement, c'est un choix. C'est exactement comme le RSE. À un moment donné, on s'engage dans quelque chose, pas forcément pour des raisons financières. Merci Mario. Alors, il aurait fallu cette phrase dans 2 minutes, ça aurait été parfait pour une transition RSE. Je suis désolée, c'est pas... pas pu m'empêcher. C'est pas grave, on la répétera. Un dernier point sur la perception des visites culturelles. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement là-dessus. C'est cette perception. Donc, on demandait à nos répondants de comparer la visite culturelle par rapport à leurs autres loisirs. Est-ce qu'ils pensaient qu'elles étaient plus reposantes, plus enrichissantes ? Alors, plus enrichissante, oui, certainement. Ça, c'est quand même 67%, donc les 2/3 qui nous disent c'est plus enrichissant, et 1/4 qui nous disent c'est autant. Plus reposante, finalement, il y a un équilibre entre autant et plus reposante. C'est, voilà, encore une fois, on va chercher différentes choses dans une visite, et en fonction de ce qu'on y recherche, pas forcément, on a une perception qui reste différente et qui s'inscrit aussi dans le retour qu'on en a derrière. Alors, on va parler un petit peu de parcours immersif et de numérique, un petit peu juste après. Ça, c'est un chiffre qu'on suit également depuis le début de ce baromètre et qui crée une polarisation de plus en plus importante. Je pense que polarisation va finalement être le mot-clé de cette conférence. Mais l'idée, c'est effectivement, on a une grosse majorité, il ne faut pas l'oublier, 55% qui nous disent le numérique qui est à disposition quand je vais dans une visite culturelle, ça me convient, j'en veux pas plus, j'en veux pas moins. Et puis finalement, c'est autour, un quart qui se crée de j'en veux plus, j'en veux moins. Et c'est ce côté de moins de numérique qui, par contre, grandit énormément d'année en année. Il a quasiment doublé entre le baromètre qu'on avait réalisé en 2024 et celui de cette année. Donc voilà, ça c'est un point important à noter. Et quand on cherche à comprendre un petit peu pourquoi, on leur demandait finalement dans un parcours immersif, déjà qui y a participé, il y en a à peu près 1/4 qui ont déjà participé à un parcours immersif payant au sein d'une visite. Par parcours immersif, on rappelle, c'est tout ce qui est vidéoprojection, casque de réalité virtuelle, parcours sonore avec un casque, etc. Et donc, on se rend compte que ces parcours de visite, quand on les a pratiqués, ils remplissent les attentes en termes d'apprentissage d'émotions, puisqu'ils émerveillent, ils favorisent l'apprentissage et ils donnent envie de visiter un musée, un monument. En revanche, c'est là où on va trouver justement cette perception, ce point d'attention, c'est ça ressemble pas tant que ça les visiteurs et ça a plutôt même tendance à les isoler. Et un reproche aussi également qui est fait, finalement, on se concentre plus sur ce parcours-là et ça nous empêche de voir les œuvres, de voir les monuments. Un enseignement par rapport à celui-là, c'est qu'il diminue. Donc les personnes qui pensent que ça empêche de voir le monument, on sent que les parcours deviennent plus intégrés et permettent justement de voir différemment. Alors on n'y est pas encore, puisqu'on est encore dans le négatif, mais c'est quelque chose, quand même, une perception qui, on va dire, s'améliore. Hop. Alors, l'IA. Ah, pardon, je vais trop vite, désolé. Cette partie est intéressante, on la suit, et Magali vient de le dire depuis maintenant plusieurs années, et ça fait l'objet des nombreux échanges que j'ai pu entendre hier aussi à la journée auquel j'ai participé. C'est la place du numérique, avec soit des écrans, on parle de parcours immersif, il y a de la VR, il y a beaucoup de choses, et on voit là aussi que finalement il y a des publics fortement intéressés, et qui ont de l'appétence pour ça, même dans l'usage qu'ils font de leurs outils. Et à l'inverse, il y en a d'autres, de typologie d'ailleurs publique très fidèle et un peu plus âgée, qui rejettent davantage la place du numérique. Donc là aussi, c'est comme tout à l'heure, je parlais de la communication, ça complexifie. C'est-à-dire que j'entendais hier des personnes qui disaient il faut mettre forcément moins de numérique, mais on voit que pas forcément. Ça dépend à qui on veut répondre. Ça dépend de typologie de public qu'on accueille dans les lieux. Donc là aussi, j'ai une question à vous poser. C'est comment finalement vous gérez cette contradiction ? Est-ce qu'on met plus de numérique alors qu'on voit qu'il y en a qui en veulent plus et d'autres moins, ce qui n'est pas simple du coup. Est-ce que vous avez déjà pensé à retirer ou simplifier ? Enfin voilà, on est sur plein de débats et j'ai l'impression qu'on arrive un peu à un plafond de verre là. Ça a beaucoup monté, il y a eu beaucoup d'attentes et là on voit bien qu'il y a pareil, on repart encore de polarisation des publics avec des attentes différentes sur ces sujets-là aussi.
Oui, éternel sujet, le numérique, depuis de nombreuses années. Alors, au musée de l'air et de l'espace, on n'a pas de parcours immersif dans le parcours permanent. On a des dispositifs numériques, oui. J'ai pas de réponse toute faite à te faire, si ce n'est que nous, la réflexion qu'on a, et je pense qu'elle est partagée par de nombreux professionnels de la médiation, c'est de savoir pourquoi on fait du numérique, qu'est-ce qu'on veut partager, quel est le discours, à qui on s'adresse. En l'occurrence, si je rebondis sur Simupilote, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc un espace de simulation qui est dédié au 8-14, qu'on a refondu en 2025. Là, le numérique était nécessaire. On est sur une expérience de vol. Il y a 2 personnes qui sont assises côte à côte face à un écran avec un logiciel Flight Simulator pour ne pas le nommer. Et on est dans une expérience pédagogique qui permet de faire décoller un avion au départ du Bourget et d'atterrir à Charles de Gaulle en temps réel. Donc là, le numérique était nécessaire, il fait sens. On est sur une cible jeune qui a des attentes et qui est friande de ce type de proposition. Ce que je peux partager aussi comme point d'attention, c'est que sur ce type d'expérience, on a une concurrence importante dans le monde des loisirs, notamment du côté du privé, qui élève les standards et les attentes des publics et des visiteurs, et qui fait que c'est pas forcément aux avantages de certaines structures culturelles, avec encore une fois les contraintes RH, les contraintes financières, les contraintes de maintenance. C'est des équipements qui sont contraignants en termes de maintenance. Donc tout ça doit être pris en considération, je pense, dans l'analyse et dans le choix qui est fait du numérique pour tel ou tel besoin, telle ou telle proposition, telle ou telle médiation et pour quelle cible de public. Voilà. Eh bien, de notre côté, on a un parcours immersif. On a du numérique aussi dans les espaces de visite. La chance qu'on a sur la partie immersive, c'est que ce sont des casques de réalité mixte. C'est-à-dire que tu vois, en même temps que tu as le casque sur les yeux et le passé du monument dans lequel on habite, qui est une gare maritime transatlantique années 30, et les autres visiteurs autour. Donc on voit clairement des enfants courir et rentrer dans des trains transatlantiques, et à côté, les parents plus suivent les passagers, mais tout le monde reste ensemble dans la famille. Donc ça, pour nous, c'est une réussite d'avoir réussi à avoir à la fois du numérique qui a de la place et le dialogue qui est toujours possible dans la famille, et ça, c'est important. Et pareil, dans le parcours, dès lors qu'on a un dispositif numérique, on va avoir par exemple une table d'hôte où on peut cuisiner les poissons comme si on était dans le Nautilus avec le capitaine Nemo. Donc on fait sa cuisine avec tout ce qu'on trouve dans la mer. Et à côté, on a un grand aquarium donc où les tout petits peuvent aussi aller, puisque c'est une grande vitre de l'aquarium de 11 mètres de profondeur. Et juste à côté, on peut appuyer sur des boutons et sentir des odeurs. Donc là, on n'est vraiment pas du tout dans du numérique, juste à côté des poissons, les odeurs et la table d'hôte qui est à côté. Ce qui fait que tout le monde va pouvoir avoir accès au numérique, mais c'est un juste mix qui fait que on n'est pas sur du 100% numérique. Et c'est d'autant plus important que dans notre baromètre des publics, on voit qu'en dehors des périodes de vacances scolaires, on a beaucoup de 55 ans et plus en couple, c'est ce qu'on disait en début, et que c'est pas forcément les clients qui vont vouloir du tout numérique. Et les scolaires, j'en parle même pas. Parce que si on fait que du tout numérique, on va avoir un problème avec les profs, clairement, et avec les parents. Merci Marion. J'ai bien souvenir de la table où il fallait faire ces recettes. Mes enfants sont restés longtemps et j'ai pas pu les décoller de ce dispositif. Merci. Alors, on va parler de l'IA. Déjà, en préambule, ça va apparaître. On se rend compte que de façon assez évidente, je pense que tout le monde s'en rend compte dans la vie de tous les jours, ça se développe, l'utilisation à une vitesse exponentielle. Vraiment, par rapport à l'année dernière, on était à 43% des Français qui disaient utiliser des outils IA, on est passé à 63%. Donc là, c'est en règle générale, c'est vraiment... Et on se rend compte que voilà, c'est encore une utilisation, on va dire, occasionnelle, mais ça reste importante. Un point dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, j'ai fait exprès quand on parlait de comment s'informer pour réaliser une visite culturelle. Il y en a quand même 10% qui nous ont répondu « je demande à l'IA ». Qu'est-ce que je dois, si je vais à Cherbourg, qu'est-ce que je vais visiter ? Et hop, il va lui citer la Cité de la Mer, par exemple. Voilà, c'est quelque chose, dans l'anticipation, dans la recherche, l'IA alors elle a fait un bond en une année assez impressionnant.
Donc ça, c'est aussi un chiffre qui reste important, d'où le fait qu'on ait un petit peu creusé aussi la perception de l'IA. L'IA, ça reste un plus dans une visite, mais c'est un complément. Et surtout, ce qu'il faut retenir de ces 3 chiffres, c'est que ça ne doit pas remplacer les outils traditionnels. C'est vraiment quelque chose, une expérience supplémentaire qui est extrêmement bien perçue, mais ça ne va pas remplacer la médiation humaine, ça ne va pas remplacer encore ne serait-ce que la médiation papier et postée, qui reste importante au moment de la visite. Comment, Alice, Marion, vous réagissez à ces chiffres avec justement une évolution depuis là, puis on en parle beaucoup ces 2 dernières années de l'arrivée de l'IA avec des outils aussi apportés au public côté visiteur chez certains sites de visite. Est-ce que pour vous, ça relève encore de l'innovation ou c'est de la communication? Est-ce que vous avez déjà testé des outils où vous avez intégré de l'IA? Voilà, j'avais cette question. Ouais, Marion, tu peux démarrer. Donc oui, là c'est le sujet de la commission culture du SNELAC pendant ce système pour information, c'est la place de l'IA dans la culture, pour ceux qui sont adhérents au SNELAC. Et oui, là clairement, à la Cité de la Mer, on a un nouveau parcours qui va ouvrir en fin d'année, dans lequel, alors c'est un appel d'offres public, nous on est un site, on est gestionnaire d'un site qui est porté par une collectivité sous DSP, et donc la collectivité, dans son marché public, a intégré la possibilité de générer par IA certains des contenus qui nous donnent beaucoup de travail en réalité en termes d'aller-retour scientifique parce qu'on n'est pas encore sur la perfection et c'est très bien. Ça nous rassure sur notre capacité à challenger la chose. Et puis après, sur la partie communication, tu as raison Olivier, on passe du SEO tout seul au SEO plus GEO, c'est-à-dire comment on optimise nos contenus web pour que dans les moteurs conversationnels, on puisse, puisque c'est des moteurs aujourd'hui, quand c'est pour préparer ses vacances, clairement, on puisse ressortir comme une possibilité qui répond à certaines questions, à certains critères qu'on va poser à un ChatGPT ou un équivalent. Nous, au musée, on n'a pas d'IA dans le parcours de visite. C'est des réflexions qu'on a, notamment parce que notre offre est complexe. Je ne me suis pas appesantie sur ce sujet-là, mais c'est un des freins à la visite pour les non-publics, et c'est ce qui ressort des dernières études. Donc, l'IA pourrait être un levier pour permettre d'orienter des parcours de visite en fonction de la composition de la cellule de visite, du temps donné, des préférences, puisque le musée est un musée de sciences et techniques, mais avec une diversité de clés d'entrée. En revanche, on va accueillir une exposition sur l'intelligence artificielle à partir de novembre prochain, avec un complément sur l'IA de défense. Et donc là, c'est aussi lié à notre tutelle, qui est le ministère des Armées. Et là, on essaye de se raccrocher à des enjeux plus internationaux liés aussi à la géopolitique générale, pour donner des clés à nos visiteurs pour comprendre le monde qui les entoure. Donc, on n'est pas trop... Enfin, voilà, je réponds à ta question, mais pas spécifiquement sur la question de l'IA dans la préparation de la visite et du parcours de visite. Alors, maintenant, je vais vous parler assez rapidement justement, Marion en parlait tout à l'heure, l'engagement environnemental. Très clairement, c'est quelque chose qui a d'abord été porté finalement au sein de la vie personnelle. Ça a dévié sur la vie professionnelle. C'est pour ça que je nous ai mis en test, vient d'avoir une médaille d'argent EcoVadis pour montrer qu'effectivement, il y a des engagements qui se créent de plus en plus. Et ça gagne finalement la perception que les visiteurs ont des musées. Alors, ça reste encore timide. Première année, je pense que ça va évoluer également. Mais on a quand même 58% des visiteurs qui nous déclarent que l'engagement environnemental du musée, ça va influencer leur décision de visite. Ce qu'ils vont rechercher par ce terme d'engagement environnemental, on a creusé un petit peu, c'est d'abord tout ce qui est réduction de consommation énergétique. Donc ça va passer par leur organisation, mais également aussi les incitations à se déplacer, l'arrivée du métro au musée de l'arrêt de l'espace, par exemple. Ça va être, mais aussi la gestion des espaces naturels. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un plus s'il y a un espace de jardin, de parc, mais avec une gestion réfléchie autour de la pensée environnementale.
Hop, je pense qu'on est un petit peu short dans le temps, donc heureusement, Olivier nous a fait parler des typologies, que vous les voyez. Je vous invite à nous rejoindre sur le webinaire si vous voulez qu'on en parle plus. Je voulais juste quand même terminer par cette slide-là, qui sont finalement les perspectives pour cette année. Les perspectives, c'est il y a la moitié des visiteurs qui nous disent « je vais revenir au moins autant cette année que l'année dernière ». 20% qui envisagent de venir plus, et ça, on va retrouver justement nos familles avec enfants qui se positionnent sur une visite plus active. Et encore une fois, pour reboucler par rapport à ce que je vous ai dit, cette anticipation de visite qui se crée de plus en plus. D'ailleurs, la part de personnes qui ne savent pas s'ils vont visiter plus, visiter moins, elle diminue complètement. Ça reste 22%, mais c'est quelque chose qui diminue puisqu'ils projettent déjà leur future visite. Je vous remercie. Donc finalement, Magali, l'année 2026 devrait être une bonne année. 2026, il nous reste... Merci Magali. Merci Marion, Alice. On a 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelques questions pour prendre une ou deux questions dans la salle par rapport à ces chiffres? Non, personne n'en a. Est-ce que Magali, Marion, Alice, vous voulez compléter? Parfait. Moi, je voulais vous dire juste, tout n'a pas été présenté parce que ce baromètre, c'est quelque chose où nous, on s'en sert aussi dans les échanges qu'on a avec les études qu'on met en place. C'est aussi des données un peu macro qui permet de vous situer. Après, il y a forcément des disparités entre les lieux parce que vous n'accueillez pas les mêmes publics, mais ça permet de poser les pratiques, les attentes, les usages. Tout n'est pas présenté. Cette étude est vivante. N'hésitez pas à nous solliciter peut-être pour organiser d'autres présentations. On est ouvert à la discussion dans vos associations, fédérations, pour faire vivre cette étude parce que là, on vous a présenté que la moitié à peine de tous les chiffres qu'on peut avoir. On va essayer de la faire vivre aussi par ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas. Cette étude est vivante. Elle est aussi pour vous apporter ces éléments de cadrage tous les ans au quotidien. Et dès qu'on en parle, elle intéresse, en plus de notre expertise des publics sur tous les lieux qu'on accompagne. Merci à vous. Merci. Et merci à Occitem aussi, qui est partenaire, avec qui on est partenaire. Bonjour.